Lundi 6 janvier à 11h28, le propriétaire d'un immeuble loué dans le quartier de Bushwick, à Brooklyn, a appelé les secours au 911. L'homme, qui a souhaité rester anonyme, a dit qu'il n'arrivait pas à joindre les locataires de l'appartement au deuxième étage du 132 Jefferson Street depuis plusieurs jours. Le proprio est venu lui-même pour vérifier l'appartement et a dit qu'il y avait une forte odeur de pourriture et qu'il entendait un léger bruit provenant des appareils électriques derrière la porte. Il a ouvert la porte avec un double 9 minutes après l'appel. Une patrouille de police de New York est arrivée sur place. Selon l'officier Alan Costner, qui est entré le premier dans l'appartement, celui-ci était en désordre, avec les fenêtres occultées, de nombreuses lampes, des radiateurs et des caméras éteintes sur des trépieds. Le corps d'une jeune femme a été retrouvé sur le lit de la chambre. Elle était morte. Ses mains et ses pieds étaient menottés à un cadre métallique. Ses yeux et sa bouche étaient cousus avec du fil chirurgical. Son corps présentait des traces de brûlures, de coupures et de multiples blessures. Il lui manquait 3 doigts à la main droite. À côté d'elle, il y avait une caméra vidéo connectée à un ordinateur portable. Sur l'écran, un lecteur vidéo était lancé avec une vidéo en pause. Minutes plus tard, les enquêteurs de la brigade criminelle sont arrivés sur place. La police a évacué le bâtiment et appelé des experts en criminalistique et des spécialistes des supports numériques. À 13h, le procureur de la ville a été prévenu. À ce moment-là, on savait déjà qu'il ne s'agissait pas d'un simple meurtre, mais d'un crime grave avec torture et peut-être une manifestation publique de violence. Quelques heures plus tard, l'identité de la victime a été établie. Il s'agissait de Caitlin Ray, 23 ans, qui vivait auparavant dans la région de Jersey City, dans l'État du New Jersey. Personne n'avait signalé sa disparition. La police a commencé à reconstituer ces derniers jours et les événements qui ont conduit à la découverte de son corps. Caitlin Ray est née le 5 novembre 1996 à Scranton, en Pennsylvanie. À 16 ans, elle a déménagé avec sa mère dans le New Jersey et a obtenu un diplôme en communication visuelle au St. Peter's College. Ces 2 dernières années, elle vivait à Jersey City, où elle bossait en freelance dans le domaine du SMM et du graphisme. D'après ses pages personnelles, elle était active sur les réseaux sociaux, allait à des événements culturels et faisait du bénévolat. Elle fréquentait de jeunes artistes et militants de New York. D'après ses factures de téléphone portable, son dernier appel remonte au 2 janvier à 13h24 à Manhattan. Après ça, plus rien. Aucun de ses amis ou de ses proches n'a signalé sa disparition. Plus tard, la police a détecté une tentative de connexion à l'un de ses comptes en ligne à partir d'une adresse IP cryptée à Brooklyn dans la soirée du 4 janvier. C'était l'un des premiers indices numériques découverts par l'enquête. Les voisins de l'immeuble où le corps a été retrouvé ont dit avoir entendu de temps en temps des cris, du bruit et des sons bizarres, comme des coups métalliques et des interférences électroniques provenant de l'appartement. Un des locataires du 3e étage a raconté avoir remarqué pendant 2 semaines un homme qui portait de lourds sacs dans l'appartement, mais il n'y avait pas prêté attention. Il y avait beaucoup de visites de ce genre dans le quartier. Aucun des témoins n'a vu de femme entrer dans l'appartement. Ça a amené les enquêteurs à penser que la victime avait peut-être été amenée là de force ou qu'elle était déjà inconsciente. Au début de l'enquête, ils ne savaient pas qui était le locataire. Les papiers fournis au propriétaire indiquaient le nom de Brian Miller, mais ils étaient faux. La photo sur le permis de conduire ne correspondait pas au gars de la caméra de surveillance. Ils ont décidé de demander les empreintes digitales trouvées dans l'appart et de les comparer avec les bases de données du ministère de l'Intérieur et du FBI. D'après le matériel trouvé dans l'appartement, plusieurs ordinateurs, des disques durs externes, des appareils d'éclairage et plusieurs caméras professionnelles. Le suspect filmait depuis longtemps ce qui se passait. L'un des enquêteurs, qui a souhaité rester anonyme, a déclaré qu'une vidéo d'environ 40 minutes
avait été trouvée sur l'un des appareils saisis. Elle montrait le processus de purification. La vidéo était accompagnée d'une voix déformée lisant des extraits d'un texte religieux. Selon les experts, la vidéo aurait pu être diffusée sur un forum privé. La police a demandé l'aide du service de lutte contre la cybercriminalité du FBI. Kathleen a reconnu sa mère, Margaret Ray. En parlant avec les journalistes, elle a dit qu'elle n'avait pas vu sa fille depuis le réveillon du Nouvel An et qu'elle pensait qu'elle était partie quelques jours avec des potes. La dernière fois qu'elles se sont parlé, c'était le soir du 1er janvier. Kathleen a écrit qu'elle voulait faire une pause avec son téléphone et les gens et a demandé qu'on ne la dérange pas avant la fin de la semaine. Ça correspond à la date de sa disparition. Les enquêteurs ont commencé à avoir des soupçons après avoir regardé la liste des appels passés depuis le téléphone de Kathleen ces derniers jours. Parmi eux, il y avait un numéro inconnu enregistré au nom de Joshua Hart. Ce numéro avait déjà été utilisé dans une affaire de diffusion illégale de vidéos sur le Darknet. Mais en janvier 2020, tous les comptes liés à ce numéro avaient été supprimés. Ça a donné aux enquêteurs un premier indice sur un lien possible entre la disparition et les plateformes en ligne fermées spécialisées dans la diffusion de scènes violentes. 3 jours après la découverte du corps, la police de New York a publié la description d'un homme filmé par des caméras dans le hall de l'immeuble. Selon les experts, il portait une veste noire, un masque médical et des gants. Son visage n'a pas pu être clairement identifié. Cependant, l'analyse de sa démarche et des tatouages sur son poignet a permis aux enquêteurs de le comparer à une vidéo prise dans une station de métro 2 semaines plus tôt. Les caméras ont filmé le même homme avec une grande valise noire, semblable à celle qui a été retrouvée plus tard dans l'appartement où le corps de Kathleen a été découvert. Les investigations pour l'identifier ont duré plusieurs jours. Les enquêteurs ont commencé à examiner le cercle d'amis de Kathleen, ses abonnements, ses correspondances et ses rencontres. Plus de 20 personnes ont été interrogées. Parmi eux, il y avait plusieurs étudiants d'une école d'art avec qui elle avait discuté en décembre. L'un d'eux, Alex Cohen, a dit que Kathleen s'intéressait aux mouvements artistiques radicaux contemporains et qu'elle avait parlé pendant un moment de la perception du corps et de la douleur avec quelqu'un qui s'appelait Jake. Il ne connaissait pas son nom complet, mais a montré une photo d'eux ensemble, prise lors d'une exposition dans le Lower East Side. Le visage de l'homme correspondait à la description donnée par la police. La 5e nuit après la découverte du corps, le 13 janvier, un agent de police a repéré un homme correspondant à la description dans le quartier de Williamsburg. Il marchait dans une zone industrielle avec un appareil photo à la main. Quand le flic a voulu le contrôler, le gars a essayé de s'enfuir. Il a été arrêté. Il avait un faux passeport au nom de Daniel Mason. Après avoir pris ses empreintes, on a découvert qu'il s'appelait en fait Jacob Wheeler, 31 ans. Il avait déjà été condamné pour avoir piraté le système informatique du Cooper Union College, où il avait étudié jusqu'en 2015. Il vivait sans domicile fixe et bossait comme freelance dans les médias. Après l'arrestation de Jacob Wheeler, le 13 janvier 2020, les enquêteurs se sont concentrés sur son rôle dans le meurtre de Kathleen Ray et sur la collecte des preuves nécessaires pour l'inculper. Au cours des premières heures, il a refusé de témoigner, invoquant son droit de garder le silence et demandant la présence d'un avocat. Il n'a pas résisté à la fouille de ses affaires personnelles. On a trouvé sur lui 2 cartes SIM, une clé USB de 128 gigaoctets et une carte mémoire provenant d'une caméra vidéo contenant plusieurs enregistrements vidéo. Après avoir obtenu un mandat de perquisition pour son lieu de résidence temporaire, la police s'est rendue au 27 Grand Street, dans le quartier de Greenpoint. Wheeler louait une chambre dans l'appartement sous le nom de Daniel Mason. À l'intérieur, ils ont trouvé 2 ordinateurs portables, 4 disques durs, un journal avec des notes, des boîtes contenant des instruments chirurgicaux, des flacons d'antiseptiques, des aiguilles, des seringues
et des sachets de fil. Une première analyse d'un des disques durs a montré qu'il y avait des vidéos enregistrées en novembre et décembre de l'année dernière. Les vidéos montraient des scènes de violence contre des femmes, mais aucune d'entre elles n'a pu être identifiée comme étant Caitlyn. D'après le décor, les vidéos ont été tournées dans le même appart où le corps a été trouvé. Les fichiers qui se trouvaient dans des partitions cachées des disques ont particulièrement attiré l'attention. Selon le service de cybercriminalité du FBI, certaines vidéos avaient été publiées dans une section fermée du Darknet, accessible uniquement sur invitation. Ce forum, comme on l'a découvert plus tard, s'appelait Silent Process. La plateforme fonctionnait comme un club privé. Seuls les utilisateurs ayant passé un test d'entrée pouvaient y accéder. Ils devaient télécharger une vidéo unique ou payer une somme importante en crypto-monnaie. Le contenu de la plateforme était une série de scènes montrant des contraintes physiques, isolement, privation sensorielle, immobilisation et couture de la bouche et des paupières. Les vidéos étaient accompagnées d'enregistrements audio, d'extraits de textes religieux et de traités philosophiques. Tous les participants au forum utilisaient des pseudonymes et leurs adresses IP étaient cachées par des VPN et des chaînes Tor. Les enquêteurs ont découvert qu'au moins 6 vidéos postées sur Silent Process avaient été tournées par Jacob Wheeler. En comparant les métadonnées des vidéos avec les traces numériques de ces appareils, ils ont trouvé une correspondance directe. Une des vidéos, intitulée Phase 3 VoicePurge.mp4, était exactement la même que ce qu'on a trouvé dans l'appart de Jefferson Street. C'était la première preuve directe qui reliait Wheeler au meurtre de Caitlyn. En même temps, on a commencé à enquêter sur le passé de Jacob. Il est né en 1988 à Omaha, dans le Nebraska. Ses parents étaient enseignants, son père était prof de théologie et sa mère prof d'histoire. Il a fait ses études dans une école catholique et était un bon élève. Mais à l'âge de 16 ans, il a commencé à se détacher de la société. Selon ses anciens camarades de classe, il parlait souvent de sujets tels que la culpabilité sexuelle, le langage comme instrument du mal et le silence absolu. À l'école, il a subi plusieurs évaluations psychologiques, mais n'a reçu aucun diagnostic officiel. À 18 ans, il a déménagé à New York et s'est inscrit au Cooperative College pour étudier l'art de l'installation. Il a été renvoyé du collège pour avoir enfreint le règlement après un incident lié à une performance impliquant des modèles nus et du matériel médical. Après ça, il a commencé à vivre en ermite. Il a bossé comme rédacteur freelance et vendu des collages numériques et des œuvres d'art en 3D. Il a participé plusieurs fois à des festivals d'art indépendants où il était qualifié d'expérimentateur radical. Les enquêteurs pensent que Jacob utilisait des pseudonymes pour recruter des modèles et des participants à des performances, qu'il invitait dans son studio où il les filmait. Mais dans le cas de Caitlyn, le crime est passé du simple tournage à un véritable meurtre. Les enquêteurs ont envisagé la possibilité que Caitlyn ait été trompée pour accepter de participer à un projet artistique ou à une expérience. Cela a été en partie confirmé lorsque son ordinateur portable a été retrouvé. Dans un email daté du 30 décembre, elle discutait d'une invitation à participer à un projet visuel, avec une adresse qui s'est avérée être celle de Wheeler. L'email mentionnait une rémunération de 700 $, une durée de tournage de 2 jours et le thème « Refus de parler et silence absolu ». La mère de Caitlyn a confirmé à la police que sa fille gagnait sa vie en participant à des tournages artistiques et qu'elle avait travaillé à plusieurs reprises avec des photographes indépendants. Elle ne savait pas quel tournage était prévu début janvier. D'après les messages et les données de son téléphone, les enquêteurs ont conclu que Caitlyn s'était rendue de son plein gré à l'adresse liée à Wheeler le 2 janvier. Quand la police a commencé à vérifier les caméras de surveillance dans le quartier de Bedford Avenue, ils ont trouvé des images de Caitlyn sortant de la station et se dirigeant vers Jefferson Street.
8 minutes plus tard, une copie de l'enregistrement montre un homme ressemblant à Wheeler, qui a ensuite été identifié. Après ça, aucune trace de Kathleen n'a été trouvée dans les rues du quartier. Des infos supplémentaires ont été obtenues après le décryptage du journal des connexions Wi-Fi du routeur de l'appartement du suspect. Le système a enregistré des connexions provenant de différents appareils, dont le téléphone de Kathleen, entre le 2 et le 4 janvier. Le 4 janvier, la connexion a été coupée. Ça correspond au résultat de l'analyse des restes. Selon les experts en criminalistique, la mort est survenue entre la fin de la soirée du 4 janvier et le début de la matinée du 5 janvier. En plus des preuves techniques, les témoignages d'un des utilisateurs du forum Silent Process ont joué un rôle important dans l'affaire. Cette personne, qui utilise le pseudo Nomad Path, a contacté le FBI via un canal sécurisé et a fourni des captures d'écran des discussions internes du forum. Dans un message daté du 4 janvier, un utilisateur avec le pseudo Oblivion Guide a partagé un lien vers le processus final de nettoyage silencieux. La structure et la description de ce contenu correspondaient à la vidéo trouvée chez Wheeler. Les enquêteurs ont commencé à préparer les accusations. Ils ont réussi à rassembler suffisamment de preuves, y compris des métadonnées, des enregistrements vidéo, des traces numériques et du matériel biologique, pour relier directement Jacob Wheeler au meurtre de Kathleen Ray. Son avocat a demandé une expertise psychiatrique, affirmant que les actions de son client étaient le résultat d'un trouble borderline avec symptômes mystiques. Mais l'accusation a insisté sur le fait que le crime était prémédité et planifié. Selon la version officielle de l'enquête, présentée lors des audiences, le jour du meurtre de Kathleen Ray a été reconstitué à partir de données numériques, d'enregistrements vidéo, de l'analyse des restes et des témoignages d'experts. L'enquête a conclu que les événements clés se sont déroulés entre la fin de la soirée du 4 janvier et le début de la matinée du 5 janvier 2020. Selon le département médico-légal de New York, la mort est survenue entre minuit et 4 heures du matin. La cause du décès est une asphyxie mécanique due à l'obstruction des voies respiratoires. Les fils utilisés pour coudre la bouche étaient des fils chirurgicaux solides, noués et nécessitant un effort important pour être déchirés. D'après les traces sur les lèvres, la bouche a été cousue alors que la victime était consciente. C'est confirmé par les restes de tissu et de fils trouvés sous les ongles, qui montrent qu'il a essayé de déchirer les points de suture. Une technique similaire a été utilisée sur les paupières. Les yeux ont été cousus avec un fil fin, attaché à l'intérieur du crâne par les arcades sourcilières. Ça demandait une précision et des compétences médicales. La victime était attachée au lit avec des menottes fixées à un cadre métallique, avec des ancrages. La construction était artisanale, mais solide. À proximité, on a trouvé des flacons d'analgésiques et de sédatifs, du diazépam et de la kétamine. Des traces de ces substances ont été trouvées dans le corps de Kathleen. D'après les toxicologues, la dose était suffisante pour qu'elle reste partiellement consciente, mais suffisante pour inhiber ses fonctions motrices et son seuil de douleur. Ça a permis au suspect de manipuler le corps de la victime sans rencontrer de résistance active. La vidéo intitulée « Phase 3 Voice Purge », trouvée à la fois dans l'appartement de Jefferson Street et sur les appareils de Jacob Wheeler, a été une preuve clé. La vidéo de 42 minutes montre les étapes de ce qu'on appelle la purification. Ça commence par la lecture d'extraits du livre de Job et du traité du silence de l'esprit d'un moine anonyme du XVe siècle. On voit Wheeler, habillé d'une blouse médicale blanche et d'un masque respiratoire, faire des trucs sur le corps de Kathleen. Son visage est en partie caché, mais la police a confirmé son identité grâce à un grain de beauté sur sa joue et un tatouage sur son poignet. Sur les dernières images de la vidéo, on voit qu'elle cesse de respirer. Après ça, la caméra reste allumée pendant encore 9 minutes.
En fond sonore, on entend un bip continu, semblable au bruit d'un appareil électrique. Les experts en criminalistique numérique ont confirmé que l'enregistrement avait été diffusé en direct via le réseau sécurisé Tor sur le forum Silent Process. Les journaux du serveur ont montré que la diffusion provenait d'une adresse IP correspondant au routeur de l'appartement de Jefferson Street. Au total, 19 connexions uniques ont été enregistrées pendant la diffusion. 2 d'entre elles provenaient du Canada, 3 d'Allemagne et les autres d'adresses dynamiques aux États-Unis. Le contenu de la diffusion a été discuté dans un fil de discussion privé du forum. Un utilisateur a laissé le commentaire suivant. Propre. Pas de cri. Bonne fin. Ce commentaire a ensuite été ajouté au dossier. Des preuves supplémentaires ont été obtenues grâce à une caméra de surveillance dans une rue voisine. À 6 heures du matin, le 5 janvier, Jacob a été filmé alors qu'il sortait de son appartement avec un conteneur en plastique contenant vraisemblablement des déchets médicaux. Il a jeté le conteneur dans une poubelle au coin de la rue. Cette poubelle a ensuite été récupérée et on a trouvé à l'intérieur des restes de gants, en latex, des bandages, des ampoules et un sac contenant des doigts coupés, enveloppés dans un tissu. L'examen biologique a confirmé que les restes appartenaient à Kathleen Ray. Ça a été un moment clé. Maintenant, la police avait pas seulement des traces numériques, mais aussi des preuves matérielles qui reliaient le suspect au meurtre. Les voisins ont dit qu'ils avaient entendu des bruits faibles, comme des pleurs ou des gémissements, la nuit avant le meurtre. Mais comme il y avait souvent des fêtes bruyantes dans le quartier, personne n'y a fait attention. Quand Jacob a été interrogé là-dessus, il a dit que c'était un acte accompli et que Kathleen s'était lancée dans ce processus de son plein gré. Selon lui, elle aurait compris que le silence était la dernière étape de la liberté. Cette version a été réfutée sur la base de l'analyse des messages de la jeune fille, de la nature de ses blessures et des données relatives aux drogues qui lui ont été administrées sans son consentement. Wheeler lui-même s'est montré distant pendant l'interrogatoire, parlant par phrases courtes et refusant la plupart du temps de donner des explications. Selon l'enquêteur Jeff Malone, qui a travaillé avec lui pendant les premières 24 heures, Wheeler n'a montré aucun remords. Il considérait ce qui s'était passé comme la réalisation de son projet artistique. Dans ses journaux intimes, trouvés dans son appartement, il y avait des schémas, des descriptions de procédures, des réflexions sur le droit de l'artiste à transformer le corps et des citations de textes religieux et philosophiques. Un passage était surligné en rouge. En parlant, elle pêche. En voyant, elle déforme. En n'entendant pas, elle est pure. Une expertise psychiatrique réalisée en février 2020 a montré que Jacob Wheeler était responsable de ses actes. Il comprenait la nature et les conséquences de ses actes et était capable de participer au procès. Aucun diagnostic excluant la responsabilité pénale n'a été posé. Les experts ont noté la présence de croyances pathologiques et d'une obsession maniaque pour l'idée de purification. Cependant, ils n'ont pas trouvé de symptômes de psychose ou de schizophrénie. La défense n'a donc pas pu construire son dossier sur la base de l'irresponsabilité pénale. À la fin de l'enquête, le dossier comptait plus de 500 pages. Les preuves comprenaient des supports numériques, des preuves matérielles, des témoignages, de la correspondance et des rapports d'experts. Jacob Wheeler a été accusé de meurtre au premier degré, de séquestration, de torture, de diffusion de scènes de violence ayant entraîné la mort et de participation à une organisation criminelle. Le procureur du comté de Kings a demandé la peine de mort, en invoquant la cruauté particulière du crime et le fait qu'il ait été diffusé sur le Darknet. Le procès de Jacob Wheeler a commencé le 6 octobre 2020 devant la Cour suprême de l'État de New York, dans le comté de Kings. Le juge Raymond Barclay présidait le tribunal. Le procès s'est déroulé à huis clos. Les représentants de la presse n'ont été autorisés à assister
qu'à la lecture du verdict, car le dossier contenait des scènes de violence réelles et des éléments contraires aux normes éthiques. L'accusation était menée par la procureure générale du comté de Kings, Linda O'Hara. La défense était assurée par l'avocat commis d'office David Rankin. Au cours du procès, 16 témoins ont été entendus, dont des enquêteurs, des experts judiciaires, des spécialistes de la sécurité numérique et la mère de la victime. Les principales preuves comprenaient des vidéos provenant des appareils de Wheeler, des messages, des témoignages et des preuves matérielles, comme des appareils d'enregistrement, des échantillons biologiques et des outils chirurgicaux. Jacob Wheeler a refusé de faire une déclaration finale. Pendant tout le procès, il est resté calme et n'a montré aucun signe de remords. Il a reconnu avoir filmé l'incident, mais n'a pas admis le meurtre, affirmant que tout s'était fait d'un commun accord dans le cadre d'une performance. Sa défense a été rejetée par le tribunal sur la base des conclusions d'experts et des témoignages. Aucun document confirmant le consentement de Kathleen à participer au tournage n'a été présenté. Le 12 novembre 2020, le jury a rendu un verdict unanime, coupable de tous les chefs d'accusation. Le juge Barclay a condamné Jacob Wheeler à la peine capitale par injection létale, fixant la date de l'exécution au plus tôt en janvier 2022. Comme il y a un moratoire sur les exécutions dans l'État de New York, Wheeler a été transféré à la prison de haute sécurité de Green Haven, où il est en isolement et sous surveillance médicale quotidienne. La réaction du public a été limitée, mais ça a fait beaucoup de bruit dans les médias. Des articles ont été publiés sur le problème des forums du Darknet, l'absence de contrôle sur les contenus artistiques extrémistes et les failles juridiques concernant la filmaison de violences réelles. Plusieurs militants ont présenté au conseil municipal de New York une initiative visant à introduire des articles spécifiques régissant les formes numériques de complicité dans les crimes. La mère de Kathleen, Margaret Ray, a dit dans une brève déclaration lors d'une conférence de presse « Je remercie les enquêteurs pour leur travail. Ce qui est arrivé à ma fille ne doit pas se reproduire. J'espère que cet homme ne sortira jamais de prison. Rien d'autre n'a d'importance. » Selon le parquet, le dossier de Jacob Wheeler a été transmis aux autorités fédérales américaines pour enquête. Le forum Silent Process a été fermé. Plusieurs de ses membres ont été identifiés et interrogés. Début 2021, les enquêtes liées à cette affaire se poursuivent au niveau international. L'affaire Wheeler a été ajoutée à la liste des crimes les plus graves, diffusés sur le Darknet et enquêtés aux États-Unis au cours des 10 dernières années. Elle a montré qu'il fallait adapter la législation à ce qui se passe dans le monde de la cybercriminalité. Elle a attiré l'attention sur la façon dont les gens justifient la violence par la performance et l'art expérimental.